D'être avec nous. Et comment lutter contre la cyberattaque qui se multiplie contre les hôpitaux? On en parle ce matin avec Stéphane Duguin, qui est président de l'Institut Cyberpeace, spécialisé de la lutte contre la cybercriminalité. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Avant d'avoir un médecin avec le professeur Kayat dans un instant, on va voir comment entretenir sa santé. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions au 0826 300 300. Ce qui est assez incroyable, on en parle de des cyberattaques et de cette cybercriminalité qui va jusqu'à s'attaquer donc aux hôpitaux. Quel est l'intérêt, Stéphane Duguin ? Merci de nous inviter. Déjà. L'intérêt, c'est une opportunité. Toutes les crises, absolument toutes les crises, qu'elles aient été sanitaires ou autres, depuis la crise Ebola jusqu'à Charlie Hebdo, en passant par le Bataclan, ont été utilisées par les criminels, les cybercriminels, en vecteur d'attaque. Le problème aujourd'hui avec la chaîne de la santé, la chaîne du soin, la chaîne d'approvisionnement de la santé jusqu'à l'hôpital, c'est qu'elle est non seulement la victime d'attaques de groupes criminels, mais également la victime d'attaques d'acteurs étatiques. Donc c'est la somme de tous les pires. C'est-à-dire d'acteurs étatiques, là vous pensez à quels États ? C'est-à-dire de groupes qui sont proches d'États. On a vu des attaques qui étaient proches de groupes en lien avec la Chine, en lien avec la Russie. Vous avez d'autres responsabilités de l'État. Vous pouvez voir ça dans l'autre sens. L'État a une obligation de protection de l'hôpital. C'est-à-dire que lorsque des groupes criminels sont identifiés comme étant auteurs de faits, il est important de pouvoir mettre en place les armes de la justice ou de pouvoir procéder aux extraditions ou d'échanger l'information pour les enquêtes. Donc l'hôpital en bout de chaîne, et les gens, vous et moi, qui sommes en besoin de santé aujourd'hui, se retrouvent victimes de cette équation un peu problématique. D'un côté, l'hôpital a peu de ressources, peu de moyens pour se défendre, parce que trop occupé aujourd'hui, évidemment, à la santé. D'un autre côté, son infrastructure technologique est extrêmement complexe. Il fait face à des gens qui sont soit organisés d'un point de vue criminel, parce que c'est une motivation lucrative, c'est pour faire de l'argent. Je bloque un hôpital, je demande de l'argent, l'hôpital n'a pas le temps de se débloquer, donc paye. Ou alors je vais jusqu'à la méthodologie abjecte de voler les données des patients. Et si l'hôpital ne paye pas, je menace patient par patient afin de récupérer de l'argent. Sinon, vos données de patients se retrouvent sur Internet. Et de l'autre côté, il y a des groupes qui sont proches de l'État ou qui travaillent pour les États, qui, eux, coordonnent des campagnes de désinformation contre l'accès aux soins, l'accès aux vaccins, ou facilitent les activités de groupes criminels. Donc c'est une équation assez complexe. Bah oui, c'est arrivé l'autre jour. Enfin, ça arrive souvent dans beaucoup d'hôpitaux. L'hôpital de Narbonne, par exemple, en a été victime. Ils vont jusqu'à payer des rançons. Alors les centres hospitaliers, ils sont coincés à ce point-là ou pas ? Il faut comprendre que ça s'inscrit dans une difficulté plus profonde. Vous êtes en charge d'un hôpital, vous devez faire en sorte que votre service tourne. Vous êtes en pleine crise de la Covid-19. Il faut savoir que moins de 1%, en gros 1 à 2% du budget hospitalier est alloué à la cybersécurité. Lorsque l'attaque arrive et que les patients arrivent, le choix est complexe. Si vous n'êtes pas organisé en amont, il est très difficile même d'avoir le choix. Et c'est assez étrange, vous voyez qu'au pic du premier confinement, il y avait une attaque par jour que l'on pouvait documenter dans le monde sur le secteur hospitalier. Imaginez si des groupes armés, chaque jour, à ce moment-là, entraient dans les hôpitaux, cassaient les ordinateurs contre de l'argent. Je pense que la communauté internationale réagirait un tout petit peu différemment. Mais si on va plus loin, parce que ça c'est arrivé dans certaines villes aux États-Unis, la ville de Baltimore a été cyberattaquée et stoppée pendant des jours et des jours. Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle forme de terrorisme ? Ce n'est pas le terrorisme est vraiment lié à la motivation idéologique ou à la volonté de déstabiliser un État. On se retrouve vraiment avec deux grands modes opératoires. Vous avez un mode opératoire criminel qui est je cherche de l'argent et je prends toutes les méthodes possibles et imaginables avec une innovation criminelle sans limite. Vous avez la simple extorsion, j'attaque un hôpital, vous payez, si vous ne payez pas, vous ne récupérez pas votre système. C'est passé par la double extorsion, si vous ne payez pas, je fuis de vos systèmes sur Internet. Et maintenant on a la triple extorsion où si vous ne payez pas, je vais aller voir les patients directement et je vais leur demander de l'argent. Le deuxième mode opératoire, c'est le cyberespionnage. Le fait que des centres de vaccins, des laboratoires de recherche soient la cible de cyberespionnage, donc en fait une cible d'attaque qui amènerait la sécurité de leur système, a un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement. Oui, mais il est là le problème. Ça veut dire qu'on pourrait à un moment donné bloquer toute la chaîne médicale, c'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui fait que tout le modèle soignant en fait. En fait,
il faut bien comprendre, et c'est peut-être la difficulté de la réponse contre la menace cyber sur l'hôpital depuis des années, c'est qu'au bout du bout, celui et celle qui est impacté, c'est vous et moi. C'est attaquer un hôpital, c'est attaquer la vie humaine. Il y a des études assez récentes qui démontrent que lorsqu'un hôpital a été attaqué, si vous voulez vous faire soigner dans ce même hôpital des mois ou des années après, et si vous êtes en situation d'urgence, vous avez plus de chances de ne pas être soigné correctement. Parce que l'hôpital a dû mettre en place des procédures qui parfois ralentissent la prise en charge, où les gens sont partis, où il y a des problématiques financières suite peut-être à des procès. Et du coup, la qualité du soin descend. Oui. Et Stéphane Duguin, comment fait-on pour vraiment répliquer? Est-ce qu'on est armé parce que ça vient de ces criminels qui parfois s'appuient sur des États, mais parfois ce sont des organisations entre guillemets mafieuses qui vont s'attaquer à des hôpitaux, mais d'autres organisations, à des villes, à des entreprises. Est-ce que l'État a un système en place pour pouvoir répliquer, ou est-ce qu'on doit s'appuyer uniquement sur des entreprises privées pour répliquer également? Alors, c'est un domaine où c'est un peu comme pour combattre la Covid-19, c'est un peu tous responsables. C'est-à-dire que nous, déjà, en tant qu'utilisateurs de l'Internet, si nous mettons en place des gestes barrières numériques, on peut ne pas se retrouver dans la chaîne de quelqu'un qui va vous faire suivre l'email rigolo ou l'image rigolote, qui en fait est pleine de virus et qui va se retrouver à attaquer le réseau. Donc, c'est le premier niveau de responsabilité. Ouais. Au-delà de cela, il y a une responsabilité de l'industrie. L'industrie met en place des solutions techniques pour le secteur hospitalier. Dans cet exemple, ces solutions doivent être sécurisées ou aisées à sécuriser. Donc il y a une responsabilité à ce niveau. Pourquoi l'État a une responsabilité supplémentaire? Parce que c'est le seul acteur qui peut agir au niveau réglementaire, au niveau judiciaire, au niveau éthique et au niveau normatif, au niveau international. Donc c'est pour ça que l'État a plus de responsabilités. Il n'y a pas tant d'asymétrie que ça. Les groupes criminels sont organisés dans le sens qu'ils échangent des informations très vite, qu'ils partagent leurs compétences. Vous avez une véritable communauté criminelle qui s'entraide pour pouvoir attaquer et faire le meilleur des attaques. En face, le souci, c'est que vous avez beaucoup de silos, beaucoup de secteurs, et au final, très peu de coordination et de coopération. Oui, c'est vrai. Dernière question, peut-être, Elisabeth Lévy, qui vous écoute également. Elisabeth, est-ce que vous avez une question? C'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant parce que c'est pas une série, Elisabeth. Ça existe vraiment. C'est pas une série Netflix ou autre canal. Je connais une rédaction qui a été hackée, et en fait, les gens préfèrent souvent payer tout de suite parce qu'ils vont perdre beaucoup plus d'argent s'ils doivent attendre qu'on mette en place les trucs, que je ne sais même pas s'il y a un service spécialisé dans ce genre de choses dans la police, mais ce que je vois, c'est que beaucoup de boîtes préfèrent payer. Je ne sais même pas si elles portent plainte. Non, c'est très vrai. Et, au Cyber Peace Institute, nous avons mis en place une plateforme Cyber for Healthcare qui donne une aide gratuite à tous les acteurs qui sont en besoin ou de se sécuriser, de comprendre comment ça fonctionne, ou s'ils sont attaqués. Et vous parliez tout à l'heure de qui est organisé en face. Ce genre de plateforme aide aussi les acteurs industriels, dans ce cas précis, à aider gratuitement, rapidement, ceux qui en ont besoin. Merci en tout cas Stéphane Duguin, président de l'Institut Cyber Peace, spécialiste de la lutte contre la cybercriminalité.